Michel? Oui. Bonjour à tous. Puisque tu... bien, au revoir Monique. Merci. Monique va s'excuser. Je vous prie de m'excuser, j'ai une obligation absolue au plan personnel et donc voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais m'exprimer un petit peu avant. Bon. Mais vous allez l'écouter, il est passionnant. Merci. Bonne journée Monique, bon retour. Puisque Jean-Marie, tu as excusé Gérard Allard du Conseil Général, oui, effectivement, sur le Soleil de Jade, les financements étaient à parité entre le Conseil Général et le Conseil Régional. C'était les mêmes montants qui ont été apportés. Et ça devait être 30% du montant de l'investissement par chacune des collectivités. Ce qui a permis de réhabiliter, sinon ça n'aurait sans doute pas été possible. Alors, concernant ce rapport que... nous avons publié la semaine dernière, enfin, donc, ça a été présenté en commission des affaires culturelles et de l'éducation le 10 juillet. Nous avons souhaité mettre en place cette mission d'information il y a quelques mois, parce que nous étions d'abord sollicités par les organisateurs, la JPA en premier lieu, toutes ses composantes, et puis d'autres mouvements qui ne sont pas membres de la JPA, mais qui rencontrent les mêmes difficultés. Et donc nous avons souhaité mettre en place une mission d'information, non pas simplement sur la question du statut des animateurs, même si c'est un élément important que nous traitons dans le rapport, mais nous avons souhaité faire un état des lieux sur la situation du départ en vacances des enfants. Et donc il y a 3 grands thèmes finalement qui sont abordés, même si après il y a 21 propositions, mais il y a 3 grands thèmes. C'est la question du financement des séjours, la question du statut des animateurs et la question du patrimoine. C'est vrai qu'en gros, un tiers du patrimoine a disparu, démoli et puis réorienté vers d'autres fonctions. Le foncier est réorienté vers d'autres fonctions, souvent des hôtels, des résidences de tourisme, parce que souvent le patrimoine était situé sur des endroits exceptionnels, je pense sur la côte particulièrement. Un tiers existe encore, soit avec d'autres fonctions, plus des vacances, soit n'est plus en état d'accueillir des enfants parce qu'il y a des questions de mise aux normes, et puis il y a un tiers du patrimoine qui fonctionne encore. Donc on voit déjà l'étendue des dégâts, je dirais, enfin donc la disparition de bon nombre de centres de vacances, même si on peut considérer qu'il n'y aurait pas besoin de reconstituer l'ensemble de ce patrimoine, parce que la manière de partir en vacances s'est diversifiée, les séjours sont moins longs, et donc on peut accueillir sur moins de patrimoine plus d'enfants. Nous proposons également de développer l'accueil dans des équipements scolaires. Non pas que ça ne se fasse pas, il y a déjà des organisateurs qui organisent des centres de vacances dans des équipements scolaires, mais quand je pense par exemple à un lycée à La Baule, ça peut être tout à fait adapté pour organiser un centre de vacances. Quand ce sont des organisateurs de l'économie sociale et solidaire, des associations d'éducation populaire qui organisent des centres de vacances, c'est très bien, mais nous avons constaté à l'occasion de ces auditions qu'un certain nombre d'équipements scolaires étaient loués par des organismes à but lucratif. Et nous avons considéré, enfin en tout cas le rapporteur, je ne sais pas ce qu'a dit la présidente, je n'ai pas lu son annexe, mais pour l'instant, mais je sais à peu près, nous avons considéré que ces équipements publics qui étaient financés par les pouvoirs publics, par des fonds publics, devaient d'abord être orientés vers les associations d'éducation populaire, plutôt que de faciliter l'organisation des séjours d'organismes à but lucratif, parce que ça coûte moins cher de louer un équipement scolaire que de louer un équipement sur le marché directement. Donc cette question du patrimoine, elle est importante, et donc nous proposons de faire un recensement aussi de l'ensemble du patrimoine, département par département, région par région, avec une proposition ensuite pour mailler le territoire. Nous proposons également d'assurer une présence sur l'ensemble du territoire avec des partenariats entre un certain nombre de collectivités. Les enfants des grandes villes, des quartiers ont besoin d'aller à la montagne, d'aller à la campagne, d'aller à la mer.
Et donc c'est pas mal de mettre en place des partenariats pour que ces enfants puissent être accueillis. Voilà, je vais parler moins fort pour ne pas déranger madame. Vous voyez, c'est la présence sur le même territoire des enfants et des personnes âgées peut parfois être bénéfique, mais ça peut aussi créer quelques conflits d'usage. Donc la question du patrimoine important, la question du financement, nous l'avons abordé dans les premiers points. Alors effectivement, la proposition qui nous a été soumise par Jean-Carl Deschamps, qui est là, de reprendre l'idée de la taxation de l'hôtellerie de luxe, qui avait été, c'est une idée qui avait été votée d'ailleurs, puisque l'ancienne majorité, le gouvernement Fillon, avait voté ce principe d'une taxe sur l'hôtellerie de luxe, mais qui avait une autre destination. Les fonds avaient une autre destination, ce n'était pas sur les vacances. Ça a été ensuite annulé, 3 mois après, ça a été annulé quand il y a eu une augmentation de la TVA de 5,5 à 7%. Et donc cette idée, nous l'avons reprise en se disant qu'après tout, une taxe de 8 € par exemple sur une chambre qui vaut 400 € la nuit, ça n'empêchera pas, j'en suis persuadé, un client de se payer sa chambre, mais par contre, si ça peut alimenter un fonds pour aider les enfants à partir en vacances, ça peut être intéressant. Et il y a un côté symbolique, en gros c'est une chambre... Il y en a plus. Une chambre qui vaut aussi cher que le prix d'un séjour d'une semaine. Il y a un côté symbolique en disant, après tout, les gens qui sont capables de se payer des nuitées très chères peuvent contribuer un peu au départ en vacances des enfants. Pourquoi cette proposition? Il y en a d'autres. C'est que nous savons quand même que les aides de l'État, depuis une vingtaine d'années, ont quasiment disparu. Alors, il y avait l'autre proposition, c'était de dire que dans le cadre du budget de la jeunesse et des sports, on flèche quelques dizaines ou centaines de millions d'euros, mais nous savons aussi que c'est un peu compliqué. Et donc, pour avoir une chance d'avancer sur ce sujet, il fallait mieux faire une proposition pour dire où est-ce qu'on pouvait aller chercher les fonds nécessaires. D'autres propositions qui sont faites sur les chèques vacances, sur le fonds d'action sociale de la CAF. Sur les chèques vacances, ceux qui en bénéficient sont d'abord ceux qui sont dans les grandes entreprises, enfin dans les entreprises de plus de 50 salariés, la plupart du temps. Les petites entreprises, les salariés des petites entreprises ne bénéficient pas des chèques vacances. Donc nous proposons de mettre un système en place pour que les salariés de ces petites entreprises, qui sont la grande majorité des salariés, puissent en bénéficier. Nous proposons également un dispositif à affiner avec la NCV, bien entendu, mais permettant de flécher des chèques vacances en direction des vacances collectives. Parce qu'actuellement, les chèques vacances peuvent être utilisés par plein de choses, et on peut, en tant que bénéficiaire de chèques vacances, se payer l'autoroute et les restaurants sans jamais partir en vacances. Je ne dis pas qu'il faut remettre en cause cela, ça participe après tout au pouvoir d'achat des salariés, mais bonifier des chèques vacances, par exemple le 11e chèque ou le 11e et le 12e chèque qui serait validé dès lors que les 10 premiers sont utilisés pour des vacances collectives, ou un carnet spécifique vacances collectives. Enfin, donc vous voyez bien le système État à inventer avec la NCV, mais en tout cas faire en sorte qu'il y ait des chèques vacances qui soient réservés au départ en vacances collectives. Autre proposition, c'est sur la CAF, parce qu'en regardant les aides de la CAF, depuis des années, nous nous sommes aperçus que la quasi-intégralité des aides de la CAF, maintenant, est fléchée en direction des accueils de loisirs de proximité, ce que nous appelons les centres aérés, souvent, donc les accueils sans hébergement. Et donc la question n'est pas évidemment d'opposer ces deux modes d'accueil, les accueils de loisirs de proximité ont toute leur utilité, mais ce n'est pas un départ en vacances. Quand on va en centre aéré dans son quartier, on ne part pas en vacances. On est accueilli pour faire des activités, il y a un rôle éducatif, pédagogique, donc le départ en vacances c'est autre chose, et nous savons
quand même tout l'intérêt, ça a dû être déjà expliqué, de partir en vacances pour des enfants. Alors maintenant, c'est plus 28 jours comme il y a 30 ans, c'est même plus 21 jours comme il y a 20 ans, c'est plutôt 8, 10, 12 jours. Mais en tout cas, ce temps de vacances, il est extrêmement important et nous proposons de flécher une partie des aides de la CAF en faveur des centres de vacances avec hébergement et pas uniquement, ou pas quasiment exclusivement en faveur des accueils de loisirs de proximité. C'est parce que ce n'est pas le même type de séjour et ce n'est pas le même public, parce que les plus de 12 ans vont beaucoup moins en accueil de loisirs, même s'il y en a, hein, mais ils vont beaucoup moins en accueil de loisirs de proximité, et les enfants, les pré-ados, les ados préfèrent partir en vacances avec leurs copains. Et donc quand on regarde comment sont utilisés les fonds de la CAF, eh bien, ils sont utilisés massivement en direction de la petite enfance, en direction des enfants de moins de 12 ans pour les accueils de loisirs, et vraiment très très peu. Sur 1 milliard d'euros, c'est 30 millions de francs qui sont utilisés en faveur des accueils avec hébergement. Et donc, moi j'ai écrit d'ailleurs à Marisol Touraine pour lui demander de regarder ça. Je viens de faire une question écrite également pour qu'on puisse travailler sur ces questions. Voilà donc l'autre pan sur le financement. Et puis le troisième élément, nous avons repris dans nos propositions la création d'un statut de volontaire de l'animation que Anne a dû détailler tout à l'heure, puisque nous avons, à l'occasion de toutes les auditions que nous avons faites, vu que c'était une demande unanime des organisateurs. Je pense qu'on peut dire que c'est une demande unanime des organisateurs, soutenue par un certain nombre de syndicats, avec des réticences d'autres syndicats. Pour l'instant, Valérie Fourneron, la ministre, dit qu'elle souhaite, dans un premier temps, privilégier le dialogue social avec les organisations syndicales. Pourquoi pas, au contraire, il peut y avoir un large accord sur ce sujet, c'est très bien, mais nous voyons bien, enfin, tous ceux qui connaissent l'organisation des centres de vacances savent bien que, au-delà de la question du coût, il y a eu un surcoût parce qu'il faut remplacer la nuit, il faut avoir des veilleurs de nuit ou des animateurs en plus, mais au-delà du coût, c'est une question de fonctionnement aussi. Un animateur qui part en camp itinérant avec des ados, mais on ne peut pas lui dire à 21h tu arrêtes de travailler, tu reprends à travailler le lendemain matin. Alors il y a le système qui a été proposé avec le report des congés des repos en fin de séjour, mais ça pose un autre problème, c'est que les animateurs, du coup, on leur dit pendant X jours, vous ne pouvez pas faire un autre travail, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas prendre une autre colo. Donc un certain nombre le font quand même, en oubliant de dire qu'ils ont travaillé avec un organisateur. Donc on voit bien qu'il y a plein de difficultés d'application de ce contrat d'engagement éducatif, et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé la mise en place d'un statut de volontariat de l'animation, qui, dans notre esprit, ne sera pas préjudiciable aux animateurs. Il n'est pas question qu'ils soient indemnisés moins que ce qu'ils sont payés, puisque c'est un salaire actuellement.